Pour ce numéro de la Tribune du mardi, nous allons bien entendu évoquer ce sommet France-Afrique prévu au mois de juillet qui a été reporté au mois d'octobre prochain, un sommet précédé par celui sur le financement des économies africaines frappées par la pandémie de Covid-19 pour sortir de la récession qui s'ouvre à Paris donc ce 18 mai 2021, un sommet qui bien entendu suscite de nombreux commentaires parce qu'ils sont très nombreux les Africains qui pensent qu'il s'agira d'un sommet de plus. Nous avons donc pour en parler sur ce plateau d'abord l'écrivain Gaston Kelman, qui est écrivain français d'origine camerounaise et qui a écrit plusieurs livres, parmi lesquels Les Hirondelles du printemps africain, ma rencontre avec Elie Mohamed Ouldeval, le père de la démocratie mauritanienne, ou bien encore Je suis noir et je n'aime pas le manioc, publié en 2003. Et autre invité qui est bien sûr consultant de la Tribune du mardi, un habitué de ce plateau, Maître Jacques-Brice Momnogui, avocat au barreau de Bordeaux, panafricaniste. Bonsoir. Bonsoir Aziz et merci pour la traditionnelle invitation. Alors, faut-il, oui ou non, se rendre à ce sommet France-Afrique prévu au mois d'octobre prochain? Nous allons en débattre, mais d'abord, l'actualité nous commande de nous rendre en France où se déroule donc ce sommet pour le financement des économies africaines en récession depuis 2020. Le sommet sur le financement de l'Afrique qui se tient ce 18 mai à l'initiative de la France met un point d'honneur à proposer une solution à la dette de l'Afrique, dette qui donnerait des raisons de s'inquiéter. Les pays ont des besoins de financement colossaux et ils pourront difficilement recourir à l'endettement externe, notamment pour leurs dépenses sociales, d'éducation ou d'infrastructures susceptibles de booster la croissance. Les arguments évoqués par les autorités françaises pour justifier cette rencontre, présentée comme celle du New Deal entre la France et le continent noir, paraissent discutables. Même si la dette africaine s'est accélérée depuis la mise en œuvre de l'initiative d'allègement de dette connue sous l'appellation de PPTE, pays pauvres très endettés, son stock reste relativement modeste et il est concentré dans des pays comme l'Afrique du Sud ou encore l'Égypte. La dette publique de l'Afrique subsaharienne atteindra seulement 799 milliards de dollars en 2022, soit 41% du PIB, alors que la dette publique des États-Unis culmine à 129% du PIB et celle de la zone euro à 122,6%. La dette totale mondiale à la fin du premier trimestre 2021 se situe à 289 000 milliards de dollars, tirés pour l'essentiel par les pays développés, dont la France qui peine aujourd'hui à trouver une réponse efficace pour la relance de leurs économies. Dans la zone euro, les dettes des ménages et des sociétés non financières atteignent respectivement 63% et 115% du PIB contre 13% et 15% en Afrique. Les pays africains ont juste besoin d'obtenir les meilleures conditions d'accès au financement, ce qui passe notamment par le coût de la dette, l'élément primordial. Le financement de l'Afrique via une nouvelle allocation des droits de tirage spéciaux du FMI est l'autre question que devrait aborder la conférence. Les estimations les plus optimistes annoncent que l'Afrique pourrait bénéficier directement de 34 milliards de dollars de liquidités extérieures et un peu plus pour la suite via le soutien des pays riches qui décideraient de prêter ou d'abandonner leur nouveau DTS. Ces DTS, probablement adossés à un plan de contrôle de la dette, vont-ils être validés par les pays africains? Une certitude, les pays africains ont surtout besoin de financements massifs à long terme pour construire une véritable industrie. Maître Jacques-Brice Momnogui, je rappelle que vous êtes en
en France, où se déroule actuellement ce sommet pour le financement de la dette africaine. Est-on là en train de poser les bases de ce qui pourrait être une révolution pour ce qui est de la gestion de la dette africaine? Tout d'abord, je pense que pour nos nombreux auditeurs, il est important de bien comprendre le mécanisme de financement international de la dette. En réalité, il s'agit pour un certain nombre de pays membres du FMI, puisqu'il faut d'abord être membre du FMI, donc de financer ce qu'on appelle un fonds fiduciaire. Un fonds fiduciaire, c'est une réserve d'argent où on affecte l'argent en vue qu'il soit attribué à certaines personnes sous réserve d'un certain nombre de conditions que ces personnes peuvent remplir. Pour être simple, en réalité, on va donc constituer un fonds et on fait des émissions d'argent. On demande à des pays membres du FMI d'émettre de l'argent. Ceux qui veulent aborder ce fonds, c'est ce qu'on appelle un Charity Fund International. Et ce fonds-là, en plus, va être attribué à des pays en fonction des critères qui sont précisés par le FMI. Mais en réalité, la véritable question n'est donc pas l'émission de cet argent, mais c'est comment est-ce qu'on va rémunérer ceux qui abondent ce fonds. Et cette rémunération, elle est faite à travers ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux. Alors, c'est quoi les droits de tirage spéciaux? C'est une espèce de monnaie, on peut l'appeler monnaie, du moins d'actifs international, virtuel et réel à la fois. C'est-à-dire que ça a été créé par le FMI en 1969 et par exemple, en 2016, lorsqu'il y a eu le financement de la crise financière mondiale, on a émis environ 204 milliards de droits de tirage spéciaux qui correspondaient en réalité à 285 milliards de dollars. Donc en réalité, à ce moment-là, on entend... Selon le FMI, et c'est très important de comprendre le mécanisme, c'est pour ça que je reste là-dessus, voilà ce que le FMI déclarait, notamment lorsqu'une pandémie cause de graves perturbations économiques, en réalité, le FMI crée des besoins de financement par l'émission de droits de tirage spéciaux. Donc, en réalité, l'émission de droits de tirage spéciaux a notamment pour but d'abonder le marché mondial avec des liquidités pour permettre la relance de l'économie. C'est très important que l'on le comprenne. Donc, en réalité, lorsqu'on affirme qu'on aide des pays africains avec le financement de la dette ou les mesures de réduction, cela permet aux pays qui participent à ce financement de bénéficier de liquidités qui sont mises sur le marché international et permettant de financer l'économie mondiale. Donc, c'est très important pour se poser la question de savoir si l'émission, si l'aide qu'on prétend nous apporter est véritablement une aide ou ne permet pas plutôt le financement de l'économie mondiale par l'émission de droits de tirage spéciaux importants. Le président une précision. Oui, allez-y. Pour répondre à votre question, le mécanisme donc qu'on propose aux États africains par l'émission d'abonder leurs fonds par les droits de tirage spéciaux n'est pas un mécanisme nouveau, c'est un mécanisme ancien. Donc il n'y a là aujourd'hui, d'un point de vue purement technique, aucune originalité au mécanisme. Et le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, lors d'une interview donnée à des confrères, accordée à des confrères, a indiqué qu'il s'agissait de trouver des mécanismes endogènes et qui permettent au continent africain à l'avenir de ne plus être surpris par ce type par les conséquences de ce type de crise. Justement, vous dites bien qu'elle a fait part d'une volonté de financement endogène. Or, ce que l'on constate malheureusement depuis de nombreuses années, c'est qu'à chaque crise africaine, à chaque crise du moins mondiale, parce qu'en plus, nous sommes dans un mécanisme assez particulier. Nous parlons de la crise du Covid. Nous savons que, selon les critères du Fonds monétaire international d'ailleurs, pour avoir accès à l'aide internationale qui s'appelle le Fonds ARC, qui a été mise en place pour financer des crises sanitaires qui sont graves, il faut remplir un certain nombre de critères. Ces critères aujourd'hui, d'un point de vue des taux de létalité dans les pays africains, n'est absolument pas rempli. Si le critère économique qui suit n'est que le critère numéro 2. Donc, nous allons accéder à des fonds au prétexte que nous sommes affectés par la crise du Covid durablement. Or, ce n'est pas le cas concrètement de l'Afrique aujourd'hui.
Mais nous allons donc recevoir les 10 fonds en garantissant, en permettant aux économies les plus affectées, puisque c'est les pays qui vont financer, comme la France, de bénéficier des droits de tirage spéciaux. Voilà comment je le vois. Il ne s'agit pas d'un mécanisme endogène, mais d'un mécanisme exogène, et qui malheureusement, depuis qu'il est émis, depuis que les pays africains s'endettent, n'a toujours pas fait ses preuves. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est à quoi sert-il de répéter les mêmes mécanismes qui n'ont rien produit de concret sur le terrain depuis que nous bénéficions de 10 mécanismes. Alors avec vous, Gaston Kelman, on va aborder cette question centrale, bien entendu, par rapport à cette émission. Les États africains doivent-ils répondre à cet appel futur, notamment à l'invitation considérée comme une convocation par certains du président français Emmanuel Macron pour le sommet France-Afrique prévu finalement au mois d'octobre prochain? Je ne vois pas ce que ce sommet a de particulier. Les sommets France-africains existent depuis les indépendances pratiquement, et ça a toujours été comme ça. Je ne peux que le déplorer. Je peux déplorer l'existence de ces sommets-là, où en face, il y a un maître, et l'empereur, et puis de l'autre côté, il y a toute sa cour, il y a tous les vassaux, il y a toutes les nations vassales. Ça, c'est vrai que l'image, elle est tout simplement assommante. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça s'arrête un jour. Quel président français aura le courage justement de lâcher cette espèce de prétention impériale française? Quelle, au pluriel, nation africaine postcoloniale arriveront à comprendre qu'elles sont libres de leur destin et qu'elles n'ont plus besoin de maîtres ni de bienfaiteurs? Voilà comment est-ce que la dialectique du dominant et du dominé est posée, et comment est-ce qu'elle continue toujours à avoir ses effets après. Je m'en attriste un peu, pas beaucoup, mais je sais il commence à se faire comme un mouvement de fond au sein de la jeunesse africaine qui fera que les mentalités vont évoluer. Ça, ce sont les effets de l'aliénation postcoloniale, surtout dans le modèle civilisateur français, parce qu'on trouve ça nulle part ailleurs. Donc, des deux côtés, il s'est installé un mode de fonctionnement qui est vraiment une espèce d'illustration caricaturale de la postcolonie, de la difficulté d'un peuple à sortir de sa domination, et des autres peuples à assumer leur liberté, à trouver les moyens de l'assumer entièrement. Voilà où est-ce que nous sommes, et des deux côtés, la problématique est posée. Maître Jacques-Brice Momologui, on a pour toutes ces questions-là les mêmes préoccupations, les mêmes réserves quant à la fiabilité de ce type de rendez-vous. Oui, effectivement, et j'aimerais encore revenir sur ce droit de tirage spéciaux. C'est un point très important, et je pense que les questions telles que vous les posez ne sont pas souvent abordées sur le financement concret de cette aide au développement. Il faut savoir que voilà ce que le FMI a déclaré dans un de ses rapports sur son site officiel. Les allocations de droits de tirage spéciaux de 2009, d'un montant de 182 milliards de dollars, ont été déterminantes pour approvisionner le système économique mondial en liquidité et pour compléter, c'est là que c'est important, pour compléter les réserves officielles des pays membres sur fond de crise sanitaire mondiale. Comment ça se passe en réalité? C'est que par l'émission de la dette, par le financement de la dette en réalité, les États qui la financent bénéficient de droits de tirage spéciaux qui sont en fait des réserves qui viennent compléter leurs réserves officielles. Donc ça leur permet de pouvoir eux-mêmes aller prendre des crédits et faire des investissements en ayant des réserves officielles plus fortes. C'est pour cela que ce mécanisme qui n'a pas fait ses preuves et qu'on est encore en train de répéter aujourd'hui, et je le dis puisque c'est le FMI qui le déclare comme je l'ai cité, et ce ne permet que de permettre de financer une économie moribonde au plan mondial. Nous savons aujourd'hui que les conséquences de Covid-19 sont beaucoup plus fortes dans les grandes économies que vers les économies africaines. Le transport, puisque ce sont des pays de tourisme, le transport a complètement chuté, l'hôtellerie est complètement en berne, les industries sont complètement à genoux, puisqu'il n'y a plus de production,
Et aujourd'hui, il y a un besoin de financement de l'économie mondiale important. Et le seul moyen que trouver d'un point de vue financier, c'est de financer la dette pour permettre aux pays qui vont la financer de bénéficier d'un complément de réserve officielle qui leur permettra de se surendetter à nouveau. Et en réalité, c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, nous allons encore être le dindon de la farce en acceptant ce type de financement qui n'a pas permis jusqu'ici au développement de l'Afrique. Mais il y a autour des dirigeants africains énormément d'experts qui ont un rôle de conseil et qui émettent des avis. Comment arriver à accepter de continuer avec un schéma qui est contre-productif? Parce que nous pédalons dans la choucroute, si je peux me permettre l'expression. L'expression française. Nous pédalons dans la choucroute. En réalité, nous pédalons sans avancer depuis le début de nos années. Nous faisons du surplace. Nous faisons du surplace. C'est-à-dire, nous avons des besoins immédiats, financement des routes, financement des infrastructures, et on nous propose de l'argent immédiat que nous allons prendre sans nous préoccuper de l'avenir et des conséquences à long terme. Parce que pour rembourser ce genre de financement, ce genre de dette, on fait de la dette, on s'enrichit par la dette et on croit pouvoir rembourser la dette en faisant plus de dettes. Voilà le système qui est proposé aujourd'hui aux États africains. Pourquoi le sommet, ce petit sommet économique, puisqu'on parle d'un sommet économique, je crois que j'ai vu son intitulé, choc économique causé par la crise sanitaire. Pourquoi ne parlons pas, par exemple, de transfert des technologies en Afrique? Ça aurait pu être une question très intéressante. Aimer à amener les Africains à produire sur place pour générer une économie réelle. Cette question n'est jamais mise à l'ordre du jour. Tout ce qu'on nous met à l'ordre du jour, c'est comment nous allons vous donner de l'argent. Mais est-ce que... Or, nous savons qu'en matière internationale, le don n'existe pas. C'est un charity fund international, c'est un investissement, c'est un placement, c'est tout ce qu'on veut sauf une aide. Donc en réalité aujourd'hui, nous allons encore répondre à nos problèmes par une solution qui n'est pas pérenne. Et pourquoi lorsqu'on parle de développement en Afrique, c'est toujours très marquant, on parle toujours de financement, on parle toujours d'argent et on ne parle pas des hommes. Je crois que nous avons beaucoup plus besoin aujourd'hui de formation des hommes. Il n'y a quasiment pas suffisamment de médecins en Afrique au kilomètre carré. Peut-être que ce serait plus intéressant pour nous. Nous avons besoin également d'avoir un certain nombre d'infrastructures basiques. L'accès à l'eau pour certains, l'accès à une alimentation. Oui, mais là, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le financement. Ce que je veux dire, c'est que le financement tel qu'on le conçoit ne repose absolument pas au plan économique sur le schéma des économies réelles africaines. Nous sommes sur un modèle qui ne fonctionne qu'avec des États qui n'ont plus d'économie réelle. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, si nous continuons à persister dans ce même modèle qui est d'aller chercher simplement des fonds FMI qu'on espère qu'on remboursera un jour ou qu'on fera annuler un jour, nous allons arriver au même résultat, contraintes budgétaires, contraintes sur le développement économique, imposition des normes de développement, imposition des normes également d'organisation des économies, et nous n'en sortirons jamais. On le fait depuis tellement d'années. Vous savez, les sommets France-Afrique existent depuis 1973. Nous arrivons aujourd'hui en 2021. On attend toujours de voir les résultats sur le terrain. On attend de voir les résultats. Et Gaston Kelman, à quoi pourrait-on s'attendre à l'issue de ce sommet? Je n'attends rien de ces sommets, en fait. Ce sont des grands-messes comme ça qui apparaissent saisonnièrement. Et j'attends le changement d'ailleurs. Le changement viendra d'ailleurs. Quand l'Afrique sera prête, c'est elle qui changera. Il y a un adage que tout le monde connaît qui disait « La liberté ne se donne pas, elle s'arrache ». Quand vous êtes prêt à être libre, vous devenez libre. Aucune puissance ne peut plus vous arrêter. Je veux dire que quand le chemin descend vers le fleuve, quand le fleuve descend vers la mer, rien ne peut plus arrêter le fleuve. Donc quand l'Afrique sera prête à s'émanciper de cette tutelle, elle le fera. Ce qui est bien, c'est qu'on le sent aujourd'hui. On sent une certaine jeunesse qui est vraiment totalement en mouvement, une jeunesse qui veut que la mentalité change.
Les mentalités changent avec le temps. Les mentalités changent avec l'éducation. Aujourd'hui, il y a une espèce d'éducation populaire qui se fait à travers les réseaux sociaux. Elle n'est pas parfaite, mais du moins elle libère une espèce de visibilité, une espèce de lecture que les jeunes exploitent très fortement. Et là, ça fera faire des choses. Et ça nous mettra, nous autres, les intellectuels et leurs aînés, en demeure de penser autrement, d'arrêter de penser post-colonie, d'arrêter de penser la France, d'arrêter de penser ce modèle après la France-Afrique politique à laquelle nous assistons. Il est en train de se mettre en place à Montpellier une France-Afrique intellectuelle. Ce sont des détournements. La France sent que ça ne peut plus marcher, la façon dont elle disait par exemple à tel président va défendre le franc CFA. La façon dont la France venait dire dites à vos citoyens que je ne veux plus qu'il y ait un sentiment anti-français, elle est en train de sentir que ça ne va plus beaucoup fonctionner. Il y a une jeunesse qui se soulève et maintenant elle veut mêler les intellectuels à cette espèce de France-Afrique qui n'aura pas plus de vertu que la France-Afrique politique. Donc c'est là qu'il faut être vigilant et ne pas accepter que ça se passe comme ça. Mais de ce sommet, je n'attends pas qu'on dise le franc CFA, on va arrêter. On a essayé de passer du franc CFA à l'éco. Je n'attends pas qu'on dise on va restituer les trésors africains qui ont été pillés de ceci ou cela. Je n'attends pas qu'on dise on va relever les prix des matières premières puisque c'est supposé venir de l'autre côté. Ce n'est pas supposé venir de l'autre côté, c'est supposé venir du propriétaire. Vous avez votre marchandise, c'est pas un autre qui en fixe le prix. C'est justement, Maître Jacques-Brice Momnogui, ce qui amène à cette interrogation. Là, on a vu ce qu'a développé Gaston Kullman à l'instant. Est-ce qu'il faut avoir la tentation, comme c'est observé déjà, de condamner les intellectuels africains qui ont été mis à contribution par le président français Emmanuel Macron pour préparer ce sommet France-Afrique qui va se dérouler, on le rappelle, après celui qui réunit certains chefs d'État actuellement en France au sujet de la dette africaine. Oh, vous savez, je ne suis pas juge pour condamner. Je ne suis pas juge pour condamner. Ce que je peux simplement indiquer, c'est que le sommet France-Afrique s'appelle depuis 2010 à Nice, Afrique-France. Donc la question que je veux poser à ces intellectuels africains qui participent, est-ce qu'il y a un changement de fond? C'est tout ce qui compte. Afrique-France ou France-Afrique, est-ce qu'il y a-t-il une différence? C'est tout ce que je pourrais leur poser comme question. Ils y répondront eux-mêmes. Nous sommes africains et nous savons qu'en Afrique, nous avons la culture de l'hospitalité et la culture du respect. Lorsqu'on nous invite, on ne peut pas, par principe, refuser d'y aller en tant qu'Africain. Mais qu'en sortira-t-il? Qu'en sortira-t-il de concret entre la France-Afrique et l'Afrique-France? Peut-être qu'il faudrait attendre de voir comment les choses vont se dérouler pour apprécier. Il ne peut rien en sortir. Ce sommet a été initié par Georges Pompidou dans le but de maintenir une relation étroite économique avec les pays africains. Ce n'est pas un sommet qui a pour but d'être utile aux Africains. Ce n'est pas un sommet équilibré. Mais vous avez un continent et un pays. Il n'y a aucun équilibre dans ce sommet. Ce n'est pas un sommet européen. Mais est-ce que ce n'est pas aux Africains, Maître Jacques-Brice Momnogui, est-ce que ce n'est pas aux Africains de décider de ce qui va être utile pour eux? On ne va pas non plus reprocher aux Européens et aux Français notamment de s'organiser pour garder la mainmise sur les pays africains. Moi, je ne reproche rien à personne, tout comme je ne condamne personne. Je tire les conclusions des questions que vous me posez. La question que vous me posez est claire. Il faut-il y aller ou pas y aller? Je vous dis qu'en tant qu'Africains, nous respectons l'hospitalité et le respect. Lorsqu'on nous invite, on y va. Mais nous savons également en tant qu'Africains que cela fait déjà de nombreux siècles que nous assistons à ces réunions et qu'il n'en sort rien de positif à part des leçons ou des expériences que nous avons copiées et que nous vivons mal. Donc aujourd'hui, la question qui est posée, ce n'est plus de savoir à quel partenaire nous avons affaire. Je rappelle que la France n'est plus la seule à faire ces sommets, puisqu'il y a un sommet Chine-Afrique, qui est d'ailleurs un sommet économique, puisque la Chine l'appelle Forum on China-Africa Cooperation.
Il y a désormais la Russie également qui tient des sommets avec l'Afrique. Mais là aussi, la question de la tenue du sommet, je vais juste terminer, la question de la tenue du sommet en soi, la question elle-même n'est pas un problème. La réalité, c'est, après avoir fait autant de sommets, Afrique-France ou France-Afrique, sans avoir apporté une solution, est-ce que la lumière se trouve encore au bout du tunnel ? On se rappelle aussi que pour la Chine, eh bien, il y a les mêmes reproches. Certains pays ont été complètement, pas ruinés, mais sont en passe de l'être après les nombreux financements chinois et les stocks d'argent chinois qui ont été déversés. On peut citer peut-être la Zambie qui est en quasi faillite. Donc on a ces schémas qui se reproduisent. Le continent africain est finalement ce gros mammouth que personne ne veut lâcher. C'est votre expression que je pourrais reprendre par ailleurs sur le plateau, mais une chose est certaine. Vous savez, j'aimerais reprendre quand même ces mots de Thomas Sankara qui me paraissent pertinents quand on parle de la dette. D'ailleurs, qui rappelait que la dette, en réalité, la véritable dette, c'est la dette de sang qui n'a jamais été remboursée au continent africain. Et qu'en réalité, si nous voulions qu'il n'y ait plus de dette, nous arrêtions de solliciter la dette et nous dirions que nous ne voulons plus de la dette. Mais comme disait Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que le sacrificateur sur son sort. Il répondra seul de ses actes, seul de son malheur, s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut vraiment parler d'émancipation, nous avons expérimenté depuis 50 années ou moins le mécanisme de financement de nos économies par l'extérieur et notamment par la fameuse dette. Je crois qu'aujourd'hui, les États africains sont arrivés à un point où la jeunesse le réclame, les enjeux sont de plus en plus forts, la démographie, et aussi un point très important, c'est que les jeunes Africains, les populations africaines sont de plus en plus tournées vers l'extérieur, de plus en plus informées, renseignées, donc forcément demandent plus. Je crois qu'il va falloir imaginer un système, comme le rappelait d'ailleurs le directeur de la Banque africaine de développement, de financement endogène de nos propres réalités et difficultés. Ça n'exclut pas les partenariats avec l'extérieur. Mais le sommet Afrique-France ou France-Afrique, s'il doit continuer, doit être simplement un sommet de coopération et pas un sommet d'assistanat ou de proposition de solution d'assistanat. Voilà sur le fond ce que je pense de tout cela. Pourquoi pas tenir des sommets? Pourquoi pas réfléchir avec les autres sur nos problèmes? Et je pense que quand vous avez un problème dans la maison, comme on le dit en Afrique, vous essayez d'abord de le résoudre en Afrique parce que le linge sale se lave en famille. On ne peut pas laver son linge sale avec les autres. Gaston Kelman, est-ce que les dirigeants africains actuels vous paraissent en capacité de véritablement défendre les intérêts de leur population devant ces grandes puissances? Je pense que la question ne se pose pas seulement aux dirigeants politiques. La question se pose aux élites africaines. Et dans ces élites-là, il y en a deux. Il y a l'élite intellectuelle, qui est supposée être la lumière, et l'élite politique, qui est le bras actif. L'élite intellectuelle est 100 fois, est beaucoup plus responsable de la situation de l'Afrique aujourd'hui que l'élite politique. L'élite politique est tenue par la terreur. On a fait des coups d'État, on a menacé d'en tuer, on en a tué, et ainsi de suite. L'élite intellectuelle est tenue par la flatterie. On lui dit, toi tu es le nouveau blanc, tu es comme nous, on fabrique des prix littéraires sur mesure, prix littéraires d'Afrique noire, tout cela. Ça découle d'une certaine logique de flatter l'intellectuel. Et l'intellectuel se croit supérieur à l'homme politique. Au lieu que les deux se mettent ensemble pour qu'ils travaillent, l'un insulte l'autre tout le temps. Et apparemment maintenant, comme je le disais tantôt, c'est l'élite intellectuelle qui va elle aussi assister au sommet pour essayer de désamorcer une bombe que la jeunesse est en train d'allumer. Vous voyez, l'élite politique essaie de travailler, l'élite intellectuelle s'aborde même son travail parce que c'est cette logique qui a été construite pour la déconstruction des mentalités et des dominés. Ça sujettir l'intellectuel. Ça sujettir l'intellectuel. Et l'intellectuel ne construit pas une pensée, c'est à l'intellectuel de construire une pensée qui va libérer l'Afrique. L'intellectuel reste encore dans des schémas tellement coloniaux que c'est vraiment attristant.
Voilà où se situe le problème de l'Afrique aujourd'hui. Frantz Fanon disait, chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. La relative opacité, c'est le joug post-colonial. L'intellectuel africain ne trouve pas sa mission dans cette relative opacité et il ne l'accomplit pas. Donc, puisqu'il n'a même pas encore trouvé, l'aliénation est tellement forte chez l'intellectuel africain qu'il n'a même pas encore compris quelle est la place qu'il occupe, comme la lumière qui doit éclairer le politique qui prendra la décision, la lumière qui doit éclairer le peuple. Il n'y a pas une pensée africaine aujourd'hui, il n'y a pas de langue, il n'y a aucune nation au monde qui se développe avec la langue des autres. Un penseur africain, Sebede Ousmane, disait cette chose très importante. Il disait, on ne décolonisera pas l'Afrique avec les langues étrangères. Et c'est l'intellectuel qui doit interpréter cette pensée. Il y a Gandhi qui disait, on ne découvre pas l'imaginaire avec les langues des autres. Vous voyez à quelle distance de la libération des mentalités se trouve l'intellectuel africain aujourd'hui. Et c'est là que se situe la vraie question au niveau de découvrir une pensée libératrice. Je pense, à mon avis, que c'est là que se trouve le François Kelman vient de citer Frantz Fanon et Sembène Ousmane, qui ont bien sûr été des références intellectuelles africaines, panafricanistes. On a conscience, Maître Jacques-Brice Momnogui, depuis de longues années, de cet écart, de cette structuration à revoir pour permettre aux Africains de davantage prendre conscience de ce qu'ils doivent changer, mais ça paraît assez compliqué. Effectivement, moi je n'ai pas peur des mots, je qualifie cela la zombification de l'Afrique. Vous savez, nous sommes zombifiés. Moi le premier, puisque je m'exprime en langue française avec un frère africain, sans pouvoir lui parler à sa langue et sans qu'il puisse parler ma langue. Le zombie, c'est une personne qui a perdu toute forme de conscience et d'humanité et qui a un comportement violent et dont le mal peut être contagieux. En réalité, aujourd'hui, l'Africain ne pense pas en africain et copie systématiquement les solutions qui viennent d'ailleurs. Mais comment penser... Et malheureusement, oui, il les reproduit partout. Et aujourd'hui, l'exemple que nous avons avec ce que M. Gaston Kelman indiquait, c'est précisément cela. C'est que nous sommes incapables aujourd'hui de penser par nous-mêmes des solutions qui s'appliquent à nous-mêmes. Et nous nous retrouverons toujours à aller voir les autres, notre thérapeute habituel, c'est-à-dire ceux qui nous ont conduits, pour essayer de nous prescrire des solutions médicamenteuses à nos maux. Et pire, nous acceptons même les diagnostics par ces médecins, des mots qui sont nos mots à nous. Nous sommes à la fois diagnostiqués, soignés, nourris et guéris par des personnes qui sont venues nous asservir, même si nous parlons leur langue, même si nous coopérons avec elles, et dont les intérêts, comme l'appelait De Gaulle, un État n'a pas des amis, il n'a que des intérêts. Il nous appartient aujourd'hui à l'ensemble des intellectuels. Pour moi, intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui a fait d'autres études. Un intellectuel, qu'on s'entende bien, c'est quelqu'un qui considère qu'il peut, par sa pensée, agir lui-même sur son propre destin. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que nous avons des personnes très cultivées, très diplômées, mais nous manquons aujourd'hui des véritables intellectuels qui décident d'embrasser cette cause et de permettre aux Africains aujourd'hui de relever eux-mêmes et de sortir de la zombification qui nous a placés dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en pleine mondialisation, il faut s'ouvrir à ceux qui sont plus forts pour essayer justement d'être tirés vers le haut. Est-ce que finalement les États africains ont le choix aujourd'hui par rapport à ce qui leur est présenté? Il faut bien trouver le moyen de rebondir sur le plan économique. Qu'est-ce qui aurait pu leur être proposé immédiatement? Je pense que le choix, nous l'avons déjà répété dans cette émission, le véritable choix que les Africains n'ont pas fait en 1960, c'est le vœu de Kwame Nkrumah. C'est le seul choix qui est aux Africains pour arriver à être une puissance mondiale. Oui, mais dans l'immédiat, en 2021... Non, mais je parle de l'immédiat, Aziz. Je vous parle de l'immédiat. Je vous parle de l'immédiat. Je vous rappelle que le colonel Kadhafi était en train de mettre en place une banque africaine, financée par des fonds africains. C'est de l'immédiat. Il y a des pays africains qui ont des ressources plus que d'autres. Il y a des pays africains qui sont capables, ensemble, 56
ces pays de mettre en place un fonds véritablement africain, de financer leurs difficultés. Le problème, c'est que tant que nous n'allons pas vers une intégration africaine et que nous restons éclatés, nous ne pourrons pas seuls, et là je suis d'accord avec vous, répondre aux défis qui se posent, chacun individuellement. Nous, la seule solution pérenne pour l'Afrique aujourd'hui dans un monde de globalisation forte, c'est d'être aussi un espace globalisé avec également sa propre authenticité et sa propre réaction et sa propre puissance. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. On le voit, les problèmes sécuritaires, nous faisons appel aux autres. Les problèmes économiques, nous faisons appel aux autres. Les problèmes sanitaires, nous faisons appel aux autres parce qu'individuellement, nous ne sommes pas assez forts. Je crois que dans l'immédiat, ce qu'il aurait fallu, et le Covid-19 était une opportunité, de se dire, voilà une crise qui s'abat sur le monde entier, comment pouvons-nous y répondre collectivement en tant qu'Africains? Il y a eu des tentatives qui ont été imaginées, des pays qui ont mis en place des solutions, mais cela n'a pas été porté au plus haut niveau par une organisation africaine ou par l'Union africaine. Donc moi, je crois que la solution, et je ne vais pas en démordre, immédiate, contrairement à ce qu'on croit, c'est d'avoir une intégration africaine comme l'Union africaine l'avait pris conscience. L'économiste franco-ivoirien Tidiane Thiam, qui fait partie du Quatuor, qui a été justement mis en place par l'Union africaine pour aider les pays du continent à lever des fonds pour sortir de la crise, considère qu'il faut aider les petites et moyennes entreprises du continent. Il faut pouvoir aider le secteur privé à se développer à travers des financements. Il faut y mettre des fonds, mais on voit bien la difficulté qu'il y a de façon concrète à avoir des marchés pour les PME dans l'opacité qui est observée un peu partout. Encore une fois, tout est une question de regard. C'est ce que je reproche à nos intellectuels, tels que Tidiane Thiam, pour lequel on a énormément de respect pour sa carrière qu'il a faite. C'est encore une fois une zombification inconsciente. Puisque nous amenons encore le même système qui marche chez les autres en Afrique. Vous parlez de financer les entreprises africaines comme étant la solution. Mais est-ce que ce n'est pas pertinent? Est-ce que ce n'est pas pertinent de financer? Si je peux aller au bout allez-y, maître. Sinon, je ne pourrais pas aller au bout. Si vous m'interrompez à chaque fois. Donc, pour pouvoir financer les entreprises africaines, on nous dit il faut lever des fonds. Encore une fois, nous prenons le problème à l'envers. De quoi les entreprises africaines ont-elles véritablement besoin? Elles ont besoin d'un dispositif législatif qui favorise l'entrepreneur. Ce n'est pas une question d'aller chercher des fonds ailleurs. Nous avons des milliardaires africains, nous avons même des économies africaines qui empêchent des fois certaines entreprises d'aller. Je prends l'exemple tout bête. L'ensemble du secteur informel, le WADA a mis en place un statut qu'on appelle le statut de l'entrepreneur pour permettre à des jeunes entrepreneurs de pouvoir avoir une immatriculation sans avoir à payer de l'argent ou à payer beaucoup de frais et sans être imposé fiscalement. Savez-vous qu'il y a des pays qui jusqu'ici n'ont pas mis en place ce statut parce que pour eux, ça leur faisait perdre des devises fiscales? Nous avons besoin de réglementation. Réglementation, ça veut dire une loi qui permette aux entreprises, les lois qui permettent aux jeunes entrepreneurs qui sont nombreux en Afrique de créer. Pourquoi quand un entrepreneur crée par exemple une start-up, il y en a plein de start-up en Afrique, pourquoi ce n'est pas défiscalisé par exemple? Ça, c'est un dispositif d'accompagnement que les États peuvent mettre en place et permettre à la start-up d'être compétitif pour aller chercher des marchés. Nous serons compétitifs puisque nous aurons des tarifs et des coûts de travail qui sont moins chers. Nous savons qu'en Afrique, le coût du salariat est moins cher. Comment la Chine a fait pour dominer le monde? C'est ça la question. Elle n'a pas eu besoin de financement. Elle a simplement créé un espace qui permettait aux économies mondiales de les solliciter permanemment pour pouvoir bénéficier de biens et de services. Voilà, moi je crois que c'est vers ce côté que nous devons tendre. Comment devenir compétitif avec ce que nous avons, avec nos ressources, avec notre jeunesse, avec notre coût du salariat, plutôt que comment aller demander de l'argent ailleurs pour pouvoir soi-disant financer et encore financer nos économies. Et Gaston Kelman, là je vous pose la question, pensez-vous que la situation aurait été différente avec des dirigeants mieux élus, démocratiquement élus? Quand vous parlez des dirigeants africains mieux élus, maintenant ça dépend de ce que vous mettez à l'intérieur. Est-ce que vous voulez parler de démocratie? Je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire la démocratie. Premièrement, quand la colonisation partait d'Afrique, elle a laissé 2% de gens qui allaient à l'école, 2%.
Je ne sais pas si dans cette logique renaissance qui apparaît après la colonisation, 2% de scolarisation en 50 ans, 60 ans peuvent permettre de rêver à un système aussi prétentieux, le terme est bien choisi, que la démocratie. Le modèle africain devrait beaucoup plus s'approcher du modèle chinois. Est-ce que l'Afrique a besoin d'un modèle universel, entre guillemets, supposé universel comme la démocratie? Est-ce que l'Afrique ne devrait pas chercher un modèle qui lui convient, avec son niveau de maturité, avec son degré de renaissance, trouver un système qui lui convient, où tous les fils seraient d'accord que nous voulons le développement de l'Afrique, et voilà le chemin que nous voulons prendre, comme c'est le cas dans le modèle chinois. Est-ce que nous ressemblons au modèle américain? Non, bien sûr que non. L'Amérique, c'est tout simplement une excroissance de l'Europe, de la pensée européenne. Je ne sais pas si les Indiens qu'on a exterminés, qu'on a génocidés, si eux, ils auraient été dans un système démocratique ou ils auraient été dans une pensée de type Grand Sachem, je n'en sais rien. Mais je veux que l'Afrique comprenne que les dictats ne doivent pas venir de l'étranger. Si tu es démocratique, il faut que tu sois démocratique, il faut seulement 2 mandats. Non. Aussi longtemps que notre pensée reste calquée sur un modèle occidental dont je ne sais même pas s'il a fait les preuves. Est-ce que la démocratie française est parfaite? Est-ce que la démocratie américaine, on vous dira, c'est le système le moins pire, entre guillemets. En Afrique, dans les pays en développement, dans les pays en création, dans les nations qui se créent, on n'a pas besoin de système moins pire. On a besoin d'un système adapté. Et quand l'Afrique aura trouvé son système, qu'il soit monarchique, qu'il soit de quelque type que ce soit, qu'il soit le dauphinat de genre, le fils remplace le père, j'en sais rien, mais pourvu que ce soit son système, comme il faut que ce soit sa langue, comme il faut que ce soit son système éducatif, quand l'Afrique correspond à son système juridique, on ne peut pas décider dans la forêt équatoriale de comment on va traiter la gestion de la forêt par le pygmée. Ça ne peut pas venir de l'ONU. C'est le pygmée qui connaît sa forêt, qui a prélevé, qui l'a fait vivre, qui l'a sauvé depuis des millénaires. C'est lui qui l'a sauvé. Et aujourd'hui, on lui dit que s'il tue un rat palmiste, il est en train de tuer un animal en voie de disparition et que l'ONU a dit que non. C'est au sein du peuple que doit naître un modèle qui correspond. Peut-être 100 ans après, on le change pour venir à un autre modèle, mais aujourd'hui, le modèle doit correspondre à l'idée que nous nous faisons de notre capacité à nous gérer, pas à une idée universelle de la gestion des peuples. Gaston Kelman, vous venez d'évoquer justement la mise en place d'une démocratie adaptée, d'un système démocratique adapté comme solution, entre autres. Mais est-ce que ce ne serait pas la porte ouverte à ce qui est reproché donc Maître Jacques-Brice Mounogui à de nombreux dirigeants africains de trouver des excuses pour s'éterniser au pouvoir? Je pense d'abord qu'il y a une confusion qui est faite entre la notion de démocratie et la notion de système politique qu'on peut appeler démocratique. La démocratie, nous dit-on, existait depuis Athènes, pour ne pas dire depuis l'Égypte antique ou bien avant. C'est un système de valeurs. Attention. Absolument. Donc quand on parle de démocratie, on parle de valeurs. Ces valeurs sont la liberté d'expression, la liberté de la presse, le principe d'une justice indépendante, le principe du contradictoire, un état de droit qui fonctionne par le droit. C'est ça les principes des valeurs démocratiques. Maintenant, on les confond avec ce qu'on appelle les systèmes politiques. On peut avoir un système politique qu'on dit démocratique ou pas. Mais en réalité, que le système soit autocratique, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule personne qui pouvoir depuis 100 ans, ou que ce soit un système d'alternance au pouvoir tous les 5 ans, ce qui est important, ce sont les valeurs. Est-ce que les valeurs qu'on appelle démocratiques, qui sont en fait des valeurs d'humanisme en réalité, sont-elles suffisamment imprégnées dans la société pour permettre à la société de fonctionner de manière harmonieuse? Et en Afrique, quand on parle de démocratie, on ne parle pas de valeurs, on parle forcément d'alternance au pouvoir et de régime politique. Et je crois que cette confusion aujourd'hui qui est en train de nous conduire vers les oppositions que nous connaissons. Je crois que si on doit refondre un modèle démocratique, un modèle africain, il ne peut qu'être un modèle démocratique au sens des valeurs. Puisque nous sommes attachés à un état de justice, nous sommes attachés à un état de liberté, nous sommes attachés à un état de droit. Ça, c'est ce qu'on appelle les valeurs. Mais le système politique ne peut pas forcément être celui qu'on voit ailleurs, c'est-à-dire un système où en réalité, une élite, c'est ça la réalité, s'accapare le pouvoir et où pour faire de la politique, il faut nécessairement avoir beaucoup d'argent et donc être financé par quelqu'un quelque part.
dont on ne sait même pas souvent qui c'est. Ce système conduit fatalement les personnes les plus riches en argent à battre campagne et à être président. On le voit aux États-Unis. Seuls ceux qui ont le plus d'argent, de soutien financier, peuvent arriver au pouvoir. Est-ce que c'est cela le régime politique par excellence que nous voulons? Et si un fou ayant le plus d'argent possible arrive au pouvoir, parlerons-nous encore d'un système démocratique? Donc, à mon avis, ce qui est important, ce sont les valeurs démocratiques et qui correspondent parfaitement aux valeurs traditionnelles africaines. Je vous ai plusieurs fois parlé de la Charte du martyr. Les valeurs traditionnelles africaines se retrouvent d'ailleurs dans les valeurs modernes de la démocratie, pour la plupart du monde. Donc, qui sont des valeurs universelles. Universelles. Oui, et on se souvient qu'il y a eu, et vous l'avez souligné, de nombreux sommets France-Afrique, qu'il y a eu celui de la Bolle, dont nous autres avons beaucoup entendu parler. Ce sommet a donné lieu à de nombreux bouleversements, si l'on peut dire, sur le continent africain. Vous estimez qu'il y a eu des avancées depuis ou pas? Le sommet de la Bolle, par lequel le président Mitterrand de la France, parlant au nom de la France, a conditionné l'aide publique au développement, donc l'aide française, l'AFD, l'aide publique au développement, au fait qu'il fallait instaurer donc, des régimes dits démocratiques sur le continent africain. Le sommet de la Bolle a concrétisé, parce que ce n'est pas le sommet de la Bolle qui a initié la démocratie, mais ça a concrétisé quand même des mouvements africains qui appelaient beaucoup à la venue de la démocratie en Afrique, mais la démocratie au sens politique, beaucoup plus au sens d'alternance politique, au sens aussi de multipartisme. Moi, je considère qu'il peut y avoir une démocratie sans multipartisme. C'est une autre question. Les Africains réclamaient beaucoup plus le multipartisme. C'était la première revendication. Ils réclamaient également la tenue d'élections avec plusieurs partis et également un scrutin à deux tours et une alternance au pouvoir. Bon, ce sommet donc a poussé les États africains qui étaient conditionnés par l'aide publique au développement, c'est important, à mettre en place rapidement des systèmes de multipartisme. Et on arrive aujourd'hui à un constat suivant. Oui, le sommet de la Bolle a permis en Afrique l'arrivée du multipartisme. Mais le sommet de la Bolle a-t-il permis l'arrivée de la démocratie? Au sens noble du terme, on peut en douter. Est-ce que le multipartisme c'est véritablement la démocratie? On se pose aujourd'hui la question. Puisque le sommet de la Bolle a finalement, dans le contexte africain, avec multi-ethnique, a donné l'occasion d'avoir des partis également multi-ethniques. Et au lieu d'en arriver à une véritable symbiose intellectuelle par des revendications, par des partis qui sont guidés par une idéologie politique, nous sommes arrivés à des partis qui sont guidés par l'échéance présidentielle par lesquelles ils sont financés et par une multiplicité de petits partis qui ne peuvent pas permettre l'alternance au pouvoir puisque le parti majoritaire étant suffisamment organisé et il se maintient au pouvoir de facto. Et je crois que c'est l'erreur que nous avons commise, c'est que nous avons cru, c'est normal, personne ne savait en Afrique comment ça fonctionnait, nous avons cru que le multipartisme c'était forcément la tendance au pouvoir et la démocratie, et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'en réalité, nous n'avons pas beaucoup avancé depuis, en termes d'ailleurs même de valeurs démocratiques sur certains pays qui sont là. Et on remarque que depuis la Bolle, il est question de conditions, d'abord de conditions pour financer, pour obtenir ces aides au développement. Et là, ça semble-t-il changer sur le plan du discours. Il est question de s'organiser pour que la dette africaine soit peut-être épongée et pour financer le développement du continent africain. Ça vous fait sourire? Effectivement, parce que la dette ne peut jamais être épongée. Comme je vous indiquais, encore une fois, la dette, quand on parle d'effacement de la dette, ça peut être par une remise, ce qu'on appelle un délai, c'est-à-dire on reporte l'échéance, ça peut être par un octroi d'argent concret, des déblocages de fonds concrets, ça peut être par un moratoire sur les remboursements, mais toujours est-il que quel que soit le mécanisme international qui est mis en place, cela donnera lieu à l'émission de droits de tirage spéciaux au profit des pays qui vont y participer. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. La seule façon aujourd'hui de sortir d'une dette depuis un temps, c'est de la rembourser.
ou de la compenser. Voilà. Donc l'Afrique, soit elle offrirait une compensation par autre chose, soit elle rembourse la dette. Il n'y a pas de 36 façons. On peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler, comment on l'appelle, aide publique au plan, on peut l'appeler bailleur du fonds, mais en fait, soit on la rembourse. Alors avons-nous l'argent pour rembourser? Si nous n'avons pas, qu'offrons-nous en compensation? Et c'est justement de ça qu'il est question. Gaston Kullman, nous sommes quasiment arrivés au terme de l'émission. Vous avez vous aussi le sentiment que depuis le sommet de la BOL, on fait du surplace et qu'il n'y a véritablement pas d'avancée concrète? La BOL, ça a été la première arnaque et la première diversion. En fait, la BOL est en train d'acter une avancée majeure en Afrique. Si vous vous souvenez, avec la BOL, on assistait il y avait déjà un soulèvement en Afrique. Ce qu'on appelait à l'époque, toutes ces rencontres qui se faisaient au Bénin, dans tous les pays, on se soulevait, les pays africains disaient on n'en peut plus, on veut plus de démocratie. Il y a eu ce soubresaut, et là, la France, qui était maîtresse des coups d'État et de tout ce genre de déstabilisation de l'Afrique, a dit non, voilà, maintenant, moi je vous impose la diplomatie, la démocratie. Si vous êtes démocratique, je vais faire ceci. L'idée de la démocratie en Afrique ne naît pas de la BOL. La BOL l'exploite, elle la récupère, et là, tout le monde a l'impression que, vous voyez, c'est vraiment une arnaque magistrale. Nous sommes aujourd'hui justement à un deuxième niveau d'arnaque. Aujourd'hui, la jeunesse, avec les réseaux sociaux, avec toute cette puissance qui sourd de partout, de tous les ports des nations africaines, PERES, la jeunesse dit non. Et là, Macron dit, il commence par dire, dites d'abord à vos jeunes que je ne veux pas de sentiments anti-français. C'est quand même incroyable. Et puis après, maintenant, il dit aux intellectuels, venez, on va discuter de comment nous allons gérer l'Afrique. C'est quand même un deuxième incroyable. Et donc la BOL, je suis convaincu de la capacité des peuples à se libérer. Et c'est ça, cette jeunesse essaie de trouver sa mission, de l'accomplir et de ne pas la trahir comme nous l'avons trahi. Et c'est cela qui va faire en sorte que petit à petit, les autres comprendront qu'on ne peut plus continuer. L'Italie, l'Allemagne, les autres pays occidentaux, eux-mêmes aussi diront un jour à la France, vraiment, France CFA, sommet France-africain, c'est un peu anachronique, tout nous fait un peu honte d'être toujours dans une logique de vassalisation. Et l'Africain lui-même, qui est aussi toujours dans cette acceptation de la vassalisation, parce que son intellectuel ne veut pas faire le boulot pour lui créer une pensée, et bien cet intellectuel-là va se désaliéner petit à petit, et la jeunesse trouvera sa mission et l'accomplira. Et je vous assure que les forces dynamiques sont en marche, et que moi je suis l'un des hommes les plus optimistes de l'Afrique. Je commence toujours mes réunions, mes conférences en disant aux jeunes ce que l'Afrique a fait en 50 ans. Aucun autre groupe, les nations ne l'ont pas fait, aucun autre groupe de nations ne l'a pas fait. Avec les freins qu'elle a dans ce contexte spécifique de post-colonie, ce qui a été fait en 50 ans est tout simplement magistral. Ne laissez pas qu'on vous dise que vous n'avez rien fait et que vous êtes en retard. On n'est pas en retard, on est en retard. Gaston Kullman qui indique qu'on n'est pas en retard. Est-on et ce sera la dernière intervention, Maître Jacques-Brice Momnogui, en face d'une autre arnaque. Arnaque, le mot est fort. Étant pas journaliste, je ne sais pas si je peux reprendre le mot à mon compte. Non, je crois que nous sommes... on ne peut pas parler d'une arnaque, mais disons que nous sommes dans une répétition de ce qui n'a pas marché, tout simplement. Et lorsqu'on répète ce qui n'a pas marché, vous savez, quand on est à l'école, si vous répétez tout le temps les mêmes erreurs, on dit que vous ne comprenez rien et on vous appelle Toto, la tête à Toto, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez? Donc, je crois qu'aujourd'hui, au contraire, nous avons quand même l'opportunité de revoir un peu les choses, de participer à tous les sommets, de participer, je suis contre le fait d'y aller, comme je vous l'ai dit, ne serait-ce que par respect et courtoisie, écouter ce qu'on nous dit, mais
il faut désormais repenser complètement le mode de financement de nos économies, le mode d'organisation économique, le mode d'organisation politique, et surtout croire toujours à la capacité de l'Africain à s'en sortir. Je suis tout à fait d'accord avec M. Kelman pour terminer sur le fait que on nous a longtemps fait penser que nous étions très, très en retard. Mais en réalité, il n'y a pas une course contre notre État. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir simplement offrir à nos populations des valeurs et un confort, et du moins un état de droit qui leur permet de garantir l'accès à certains droits substantiels et fondamentaux, l'école, l'hôpital, également l'éducation. Je crois que quand on a rempli ces critères, quels que soient les chemins qu'on a choisis, on ne peut pas être en retard. Maître Jacques-Brice Monnougui, merci, et c'est le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes consultant pour la Tribune du Mardi, avocat au barreau de Bordeaux en France, panafricaniste. Vous avez pris part à cette émission consacrée bien entendu aux différents sommets qui sont organisés actuellement, au sommet France-Afrique prévu au mois d'octobre, et surtout à ce sommet qui se penche sur le financement des économies africaines. De nombreux commentaires ont bien sûr été enregistrés à la fois sur les réseaux sociaux et à travers bien sûr les nombreux médias. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous aussi. Gaston Kelman, je rappelle que vous êtes écrivain prolifique, écrivain français d'origine camerounaise, panafricaniste également. Vous avez écrit de nombreux livres, parmi lesquels Les hirondelles du printemps africain, ma rencontre avec Elie Mohamed Val, l'ancien président mauritanien, père de la démocratie mauritanienne, mais également Je suis noir et je n'aime pas le manioc, publié en 2003. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.